Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8 des cahiers de vacances de l'Académie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet de malade. Toujours les tiens, bizarrement. La dernière fois, c'était extraordinaire. Ouais, c'est moi qui bénéficie de l'effet d'annonce, donc c'est bon. Bon, en tout cas, pour parler de ce sujet dont je vous révélerai la nature dans un instant, on est toujours avec Romain, le non-vacancier. Comment ça va, Romain ? Ça va, toujours non-vacancier. Et Chloé, l'éternelle vacancière, bien heureusement. Habiter à Nice, c'est quand même un privilège. Ça va. Mais bon, il y a des avantages, des inconvénients, c'est comme ça. Eh oui. Alors, le suspense est insoutenable. De quoi on va parler aujourd'hui ? Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire et l'impact profond de la synthèse des contraceptifs oraux. Oh, wow. Ah ouais, c'est vraiment de malade, quoi. Ouais, c'est vrai. On appelle ça communément la pilule contraceptive. Sans que techniquement, tous nos sujets sont de malades, vu qu'on parle que de ça. Ouais, bah c'est... c'est vrai qu'effectivement, on a choisi que des bons sujets, hein. Alors, du coup, c'est une avancée médicale qui a eu un impact révolutionnaire sur la société, sur la santé reproductive des femmes et voilà, ouais, c'est ça, sur l'ensemble de la société, quoi. C'est vraiment un truc qui a pour le coup modifié profondément l'impact, enfin le fonctionnement de la société, quoi. Alors, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des principales étapes de la découverte des hormones sexuelles et vous allez voir, c'est un tour qui est un peu bizarre, plein d'expériences étranges et comme on aime, quoi. Les bas-fonds de la science. Oh bah là, pour le coup, c'est chaud. Je vais pas tout dire parce qu'il y a plein de trucs vraiment bizarres, mais bon. Alors, tout commence entre 1850 et 1890 avec Charles Edward Brown Séquard, un Français américain qui était sur l'île Maurice. Alors, du coup, c'est un scientifique, c'est un peu un scientifique des familles, un aventurier de la science, comme on pourrait dire. C'est un gars qui a servi de modèle à, je sais plus quoi, un savant fou sur une île, là, je me rappelle plus c'est quoi ça. Oui, le docteur Moreau. Voilà, c'est ça, ouais, c'est peut-être lui, ouais. Et donc, il a fait pas mal de contributions anatomiques. Donc, c'est un bel anatomiste aussi sur le système nerveux. Et il greffe. Donc, c'est un savant fou et il greffe un peu plein de trucs sur plein de machins. Genre 2 têtes à un chien, des testicules à des coqs. Enfin bref, il s'amuse un peu dans ce délire-là. Et pareil aussi, hein, c'est un petit expérimentateur parce que du coup sur l'île Maurice, il y a eu plein d'épisodes de choléra. Et il mange des déjections de personnes qui ont eu le choléra pour essayer de l'attraper aussi. Et du coup, il expérimente plein de trucs sur lui pour essayer de se guérir. Donc, ça un homme tout à fait sain, quoi. Bah, sur le principe, il a donné, enfin, c'est ça, il a donné son corps à la science, quoi. Il a donné de sa personne. Mais surtout, il a mangé du caca, ouais. De son vivant. Bah, tu peux pas manger de ton caca de ta mort. C'est tout ce que je retire. Ce qu'il faut retenir de lui, en tout cas, c'est que c'est le premier à postuler l'existence de sécrétion de choses. On sait pas encore trop ce que c'est, hein. Mais voilà, bon, en fait, c'est des hormones. Donc, dans le sang, qui auraient des effets sur les organes à distance. Et comment il a remarqué ? Bah, en faisant des trucs bizarres, bien sûr.
Alors à la fin de sa vie, il a des problèmes de faiblesse musculaire et des problèmes, bon voilà, c'est un vieil homme, donc d'érection. Et il décide de s'injecter en hypodermique des extraits de testicules de cochon d'Inde et de chiens. Et il a trouvé que ça avait amélioré vachement sa santé, même si a posteriori on doute fort quand même des effets que ce soit fait par la testostérone, parce que dans les testicules il n'y a pas de stockage de testostérone. Donc en gros, mais bon voilà, et c'est pas la première fois que des hypothèses justes sont vérifiées par des résultats faux. Et donc voilà, ces travaux par contre, eux, ont eu un gros impact parce que du coup on dit il y a quand même quelque chose qui se fait. Enfin, bon, c'est pas que à cause des injections de testicules, hein, mais c'est surtout à cause de son hypothèse que voilà, il y avait des choses qui agissaient dans le corps sécrété à distance. Et donc dans les mêmes années, on a un autre gars qui s'appelle Arnold Adolf Berthold, donc c'est un Allemand, qui lui réalise les premières expériences endocrinologiques sur des coqs qu'il va castrer de façon différente et observer les caractères sexuels secondaires. Alors là, vous allez me dire, pas de rien, c'est quoi les caractères sexuels secondaires? Pour le rien, c'est quoi les caractères sexuels secondaires? Eh bien, du coup, c'est tous les caractères spécifiques du sexe qui ne sont pas les organes génitaux. Donc, par exemple, on va avoir la tessiture de la voix plus grave chez l'homme, la pilosité faciale plus importante, les glandes mammaires fonctionnelles chez la femme, les plumes du pan, pardon. Donc voilà. Et donc, chez les individus masculins, la testostérone induit par exemple une croissance du pénis et indirectement via l'androstérone celle de la prostate. L'œstradiol, donc c'est ça qu'il découvre, l'œstradiol et les autres hormones féminines engendrent le développement des seins chez la femme. Et ça du coup c'est par exemple les caractéristiques, c'est des caractéristiques sexuelles secondaires. Et alors ensuite, il y a un truc trop marrant, c'est un peu une digression dans le sujet, mais c'est vraiment trop bizarre. C'est de 1903 à 1910, Ernest Sterling et William Bayliss, voilà, qui ont trempé dans la sombre affaire du Brown Dog en Angleterre. Alors qu'est-ce que c'est que cette Brown Dog affaire? Donc en fait c'est ils font donc eux ils ont je vais vous parler quand même de ce qu'ils ont découvert. Donc ils ont découvert la sécrétine, donc c'est eux qui ont découvert la première hormone, la vraie hormone. Donc c'est une hormone qui est dans l'intestin et qui entraîne en fait la sécrétion de HCO3-, donc c'est une base pour réguler en réponse à l'acidité donc dans l'intestin. Donc ça va neutraliser l'acidité de l'estomac et abaisser la glycémie. Et donc, en fait, ces gens-là, du coup, c'était surtout Ernest Sterling, ils réalisaient donc des dissections d'animaux devant des étudiants. Et du coup, il a réalisé une dissection d'un chien devant des étudiants. Et donc, il y a des féministes suédoises qui se sont offusqués de sa dissection, qui ont dit que c'était une vivisection, que c'était complètement interdit. Et du coup, ils ont diffamé un peu le docteur Ernest Sterling. Et le docteur Ernest Sterling a fait un procès en diffamation qu'il a gagné. Mais les féministes suédoises ne se sont pas arrêtées là. Elles ont érigé une statue en bronze du chien que du coup la ville a mise juste en centre-ville. Mais c'est fou. Attends, ça s'arrête pas du tout là. Hein. Et alors du coup, cette statue de chien a provoqué un espèce d'énorme tollé chez les étudiants en médecine et cette statue était régulièrement dégradée. Il y avait régulièrement du vandalisme sur cette statue. Et donc si bien qu'elle a été mise sous protection policière 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au bout d'un moment, la tension a commencé à monter et c'est plus de 1000 étudiants en médecine qui sont allés dans la rue avec des espèces de poteaux et des chiens montés dessus. Et là, du coup, cette manifestation d'étudiants en médecine a déclenché une contre-manifestation de ces fameuses féministes suédoises et des suffragettes. S'en est suivi les émeutes du Brown Dog. Les émeutes du Brown Dog. Donc là, du coup, tout le monde s'est fait, pas gazé, mais bon, voilà, tout le monde a essayé de se disperser. Et fatigué par tous ces différents troubles, la ville a décidé de faire enlever la statue par 180 policiers et 2 forgerons, et ils ont fondu la statue pour plus qu'on en parle. Ils ont complètement enterré l'affaire. Ok. Ah ouais, on digresse un peu, mais...
Ouais, mais bon, je pense qu'il y avait probablement plein. Mais en fait, suffragette, c'était comme on commence à en parler, mais c'est assez intéressant. On verra pas ça par la suite. Mais je pense que derrière tout ça, il devait y avoir quand même d'autres choses, bases, ouais. D'autres bases. Mais ça bon, a mis le feu à quelque chose qui était là, qui était plus large. voilà. Et donc on continue un petit peu notre travail. Donc voilà, je vous passe tout un enchaînement parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. D'ailleurs, pendant la guerre et pendant la guerre, quoi, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plein de découvertes et d'autres expériences qui ont été faites. Je vous passe les détails là-dessus pour en arriver dans les années 50 à Gregory Pincus et John Rock qui découvrent le pouvoir contraceptif temporaire de la progestérone sur des lapines. Et donc, grâce à ça, il va mettre au point en 1956 la première pilule contraceptive à base de progestérone de synthèse, la norethistérone. Voilà. Et donc, tout ça ne va pas être de tout repos car il va devoir faire face à pas mal de controverses. Notamment, l'entreprise pharmaceutique qui finançait ses recherches trouvait que ça allait être un peu pourri et que ça faisait pas trop de thunes, donc ils l'ont un peu lâché. Et donc, c'est une millionnaire suffragette philanthrope, Catherine McCormick, qui décide de financer ses recherches et qui va lui donner jusque dans la fin des années 60, même plus longtemps, enfin, encore plus longtemps après pour qu'il améliore ses découvertes. Donc, il va lui donner plus de 10 millions de dollars. Donc, elle va vraiment lui donner l'arrosée de thunes, quoi. Parce que du coup c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Et pareil, il va également être contraint de réaliser ses essais cliniques en déclarant tester la progestérone pour améliorer la fertilité par effet rebond après traitement, ce qui va d'ailleurs fonctionner sur 13 sur 80 femmes de l'essai clinique. Mais ces essais étaient surtout destinés à tester l'effet contraceptif de la progestérone. Parce que du coup... Il n'avait pas le droit de dire qu'il cherchait ça. Voilà, ouais. C'était pas ouf à l'époque de dire ça. Et lors de ses études de la mise au point de la pilule, Pincus doit aussi faire face à une forte opposition de l'Église, parce que du coup vis-à-vis de la pilule contraceptive, parce qu'en effet, derrière beaucoup de, donc ça a beaucoup influencé son travail, puisque du coup quand il a mis au point la pilule, il a basé son traitement sur 20 jours qui stoppent l'ovulation, tout en permettant aux femmes d'avoir leurs règles à la fin de chaque mois pour imiter un espèce de cycle naturel. Parce que du coup, c'est pour faire passer la pilule comme étant un moyen naturel de contraception pour que du coup ça passe et raisonnable du coup pour le contrôle des naissances aux yeux de l'Église catholique, quoi. Donc ça, c'était pas un allié. Et donc finalement, en 1957, la FDA approuve la vente de la pilule pour les troubles menstruels, mais surtout ajoute la contraception à ses indications dans les années 1960. Donc la pilule développée par Pincus, elle a vraiment changé la vie de famille puisqu'elle a permis aux femmes de faire en gros un peu ce qui leur plaisait, sans forcément avoir des enfants. Et donc les femmes, elles avaient davantage leur vie familiale, et elles contrôlaient davantage, leur vie familiale et leur comportement sexuel, ce qui va changer la façon dont les femmes et les relations étaient perçues, et ça a vraiment ouvert la voie à la révolution sexuelle. Donc c'est vraiment un truc qui a changer la société complètement, quoi. Voilà, ouais, c'est ça qui a changé même. Les femmes ont vraiment pu se libérer grâce à ça, quoi. Donc donc après il y a pas mal, il y a quelques effets secondaires effectivement sur les contraceptifs oraux. Donc ça peut entraîner chez certaines femmes des nausées, des maux de tête, des sauts d'humeur, des gains de poids, etc. Mais du coup, la plupart de ces effets secondaires sont généralement légers et temporaires, et du coup, il y a différents dosages, différentes molécules, etc. Donc normalement, on peut arriver à bien contrôler ces effets secondaires. Par contre, il y a quand même des risques sur la santé, c'est-à-dire que les contraceptifs oraux, de par leur mode d'action, elles comportent certains risques, notamment un risque légèrement accru de caillots sanguins et de maladies cardiovasculaires.
et d'accidents vasculaires cérébraux. Par contre, il faut noter, ça c'est vraiment important, c'est que c'est très souvent lié aux facteurs individuels comme l'âge, les antécédents médicaux et surtout le mode de vie. Par exemple, voilà, si tu fumes ou si tu manges mal, etc. Bah voilà, hein, ça c'est sûr que en plus de la pilule, tu vas avoir beaucoup plus de risques pour la santé. Après, il y a tout un tas de... en fait, on touche à un sujet assez sensible pour la société. Donc, on va avoir tout un problème d'accessibilité et de coût. C'est-à-dire que dans certains pays, la pilule, elle n'est pas du tout remboursée, elle est très chère ou des choses comme ça. On va avoir aussi un problème d'éthique et de liberté de choix par rapport à la religion, par rapport aux différentes pratiques dans certaines communautés. Et pareil, et aussi assez intéressant, les préoccupations environnementales, c'est-à-dire que du coup les contraceptifs oraux exactement se retrouvent dans les eaux. Et donc ça change aussi profondément ou légèrement. Moi j'ai pas été voir plus loin que ça, mais la vie des poissons, etc. Donc il y a on observe parfois des féminisations des organismes dans l'eau, quoi. Il faut savoir aussi qu'il y a des alternatives derrière ça, c'est-à-dire que on a pour le contrôle des naissances, on peut aussi avoir la vasectomie qui est destinée à l'homme. Et par contre, on peut aussi noter l'indisponibilité des contraceptifs oraux masculins. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites récemment là-dessus, mais à l'heure d'aujourd'hui, aucun n'est commercialisé là. Ouais. Aucun contraceptif oral masculin n'est commercialisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement autour des contraceptifs oraux. C'est assez intéressant, n'empêche, de voir. De voir d'où ça part, d'un gars qui mangeait son caca pour changer la société. Ouais. Et surtout, c'est un sujet qui est hyper sensible par rapport à d'autres, quoi. Parce que ça touche vraiment à la vie intime. Oui, ça implique plein de choses, ouais. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Est-ce que vous avez encore des questions ? Super intéressant. Non. Ouais. Non, pas de questions. Ouais, trop bien. En tout cas, je trouve qu'on est de meilleur en meilleur à raconter nos pérégrinations internetiques. C'est le bon moment pour arrêter. Voilà. Allez, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Salut. C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique.